Je remercie Thierry Amalou qui a largement ouvert les problématiques de cette journée d'études. Rassurez-vous, tout à l'heure, vous n'échapperez pas à quelques questions comme les autres intervenants. Il m'a été demandé d'introduire les premiers intervenants de ce matin. Permettez-moi de dire que je me sens un peu comme un célèbre traducteur de la Bible qui connaissait bien Érasme, qui s'appelait Olivetan et qui, évoquant le travaux, passez-moi l'expression, de quelques grandes pointures qui l'avaient précédé, disait qu'il se sentait comme le plus petit orteil face à ces grands personnages. Je partage ce sentiment d'Olivetan au moment où je vais introduire les propos de Madame le professeur Sylvana Saidelmanki et puis de André Godin. Madame le professeur Sylvana Saidelmanki, vous êtes professeur émérite à l'université de Pise et votre itinéraire universitaire est impressionnant, marqué, si j'ose dire, par de belles étapes érasmiennes à Bâle et à Paris notamment. Nous vous connaissons certes comme historienne du mariage en Europe. Nous savons que vous avez travaillé à des études comparées de la Réforme en Italie et en France, mais nous pensons surtout aujourd'hui à vos travaux sur Érasme, si souvent édités ou réédités et traduits en allemand, en anglais et en français, depuis notamment votre Erasmo in Italia de 1987. Depuis, vous avez été éditrice de textes érasmiens dans l'édition de Rotterdam, des Opéra Omnia, que nous évoquerons souvent, je pense, aujourd'hui. Vous avez édité la troisième Chiliade des Adages et plus récemment le Julius Exclusus. Et récemment, tout récemment, vous avez co-dirigé avec nos collègues bâlois Matthias Wallrass et Caspar von Greyerz un volume collectif autour de l'édition de 1516 du Nouveau Testament. Vous y traitez vous-même des dilemmes d'Érasme. C'est peut-être une façon de nous rendre plus attentives à la façon dont vous expliquerez le point d'interrogation qui ponctue le titre de votre communication, Érasme et le Nouveau Testament, le défi, le repli, l'expiation, point d'interrogation. Merci beaucoup, monsieur professeur Roussel. Et en général, je commence par un remerciement aux organisateurs de cette colloque pour l'honneur qu'ils m'ont fait, qui est un petit peu prématuré, parce que je suis au commencement de travail de l'édition de ce volume extra de la série des œuvres complètes d'Érasme qui va réunir ces paratextes dans un sens très large. Et c'est un travail qui menace de devenir un cauchemar. Alors, merci beaucoup pour ces... Je suis ici pour apprendre. Et j'aurais aussi un appel à un certain moment, parce que tout ce qui vient dit dans ce colloque est important pour cette édition de Wafer. Je me trouve quelquefois en difficulté en ayant déjà les textes. Je fais la collation des textes, mais ça, justement, m'a permis d'entrer dans la problématique, qui est très, très lourde. Très, très lourde. Je ferai maintenant un petit panorama sur la situation actuelle de mes connaissances, mais un panorama, un résumé de quelque manière. Alors, nous avons les titres ici. Oui. J'ai structuré la communication autour de quelques points essentiels. En latin, je dirais des capita. Mes capita sont 4. Le premier, c'est ce que nous savons. Le deuxième, ce que nous ne savons pas. Le troisième, c'est
une tragédie, et le quatrième, c'est la conclusion qui est très courte. Alors, ce que nous savons, sur la genèse et la mise en chantier du projet Nouveau Testament, nous savons tout. Je me limite ici à indiquer quelques points sommaires de ce tout. Nous savons quand le projet du Nouveau Testament a pris forme. 13 actes, une chronique vraiment très exacte. Nous connaissons presque singulièrement, singulièrement un à un les manuscrits grecs qu'Erasme collationna. Nous les avons collationnés pour l'édition. C'était non pas moi, monsieur Andrew Brown. Or, nous savons ou saurons aussi presque tout sur les manuscrits latins. À peine Andrew Brown aura publié le premier volume de la 16e série de l'œuvre complète, le seul volume qui manque encore à son édition. Nous connaissons les conditions de travail dans lesquelles se concrétisa le travail de l'impression. Nous avons recomposé le groupe de ses collaborateurs et nous savons beaucoup sur la dynamique de cette collaboration. Nous connaissons les tirages de l'édition Princeps, combien de copies ont été vendues et leur prix. Nous avons appris surtout à mieux évaluer les rôles cruciaux de Bâle. Bâle était une petite ville, pas plus de 6 000 habitants, loin des itinéraires de ces hommes puissants auxquels les humanistes aimaient dédier leurs œuvres, Erasme en particulier. L'humaniste qui arriva à Bâle en août 1514 était un clerc de 48 ans qui était pour le temps, il était un vieux. Ne vous étonnez pas. Il avait la santé fragile et il avait des ressources modestes. Il était très célèbre en tant que docte, mais il n'avait ni charge publique, ni dignité, ni de remarquables bénéfices. Bâle fut foudroyante. On ne connaît pas les détails car dans cette période, la source principale de la biographie d'Erasme se raréfie jusqu'à s'étendre quelquefois. L'humaniste n'a plus le temps d'écrire des lettres. Il n'a même plus le temps de manger. Il est en proie à un raptus créatif. Johann Ecolampadius, un des assistants que Froben avait mis à son côté, atteste qu'Erasme alimenta avec sa seule production les 3 presses de l'imprimerie de Froben. Hein? Les imprimeurs attendaient les manuscrits de jour en jour, d'heure en heure. En même temps, il alimenta les presses d'autres imprimeurs de la région du Rhin et des Pays-Bas méridionaux. Il en imposa à tous un rythme assoufflant. Même si l'on tient compte qu'Erasme avait porté de l'Angleterre des manuscrits qui étaient déjà à un stade d'élaboration avancé ou déjà prêts pour l'impression, sa fécondité dans les 3 premières années bâloises est un véritable défi pour l'imagination de l'historien, du biographe. Le témoignage autobiographique aide à comprendre cette fécondité explosive. Pendant son voyage les longues durant, l'Angleterre ne l'avait pas traité très bien. Hein? Il avait une chaire à Cambridge pour les Grecs, mais il avait toujours besoin d'autres argent pour sa vie. Il demande argent vraiment d'une manière très ouverte, assez mécène. Alors, les témoignages autobiographiques. Pendant son voyage les langues du Rhin, l'humaniste a reçu un accueil triomphal. Strasbourg, Célestat. Les doctes s'organisent pour l'accueillir, l'acclament en groupe Soleil d'Allemagne, Orgueil d'Allemagne. Allemagne, il faut l'entendre dans le sens du temps, hein, non pas d'aujourd'hui. Hein. Germanie Sol, Germanie Decus. L'éditeur Froben et ses artisans, les artisans de son officine, qui sont entre 20 et 30, c'est-à-dire c'est une assez grande officine pour le temps, l'attendent avec impatience et lui promettent une renommée. Il visite l'officine. Une
renommée qui ne connaît plus de limites. Le conseil même de la ville se mobilise pour lui souhaiter la bienvenue. Tout cela donne à l'humaniste, nous sommes toutes des hommes de plumes, un sens d'omnipotence. Les 3 premières années à Bâle sont les années les meilleures de sa vie, les années du triomphe, les temps du défi. Les livres que Froben présente à l'Europe les 25 février s'intitulent Novum Instrumentum Omne. Alors, Novum Instrumentum. Pourquoi Novum Instrumentum? Nous savons que le Nouveau Testament, c'était le Nouveau Testament depuis 1000 ans. Alors, c'est un titre sous lequel les Saintes Écritures avaient circulé pendant un temps très long. On n'avait jamais mis en question ce titre. Hein. La justification, nous connaissons la justification. Hein? Mais ce qui apparaît pour celui qui ne connaît pas cette justification, qui est postérieure, notablement postérieure, c'est que ici on a une attitude de critique qui n'hésite devant aucune innovation. Je viens là pour vous apprendre comment il faut lire la Sainte Écriture. Qu'il s'agissait d'un choix lucide et conscient, et non de l'imprudence d'un érudit naïf, apparaît de façon très nette dans la Apologia. L'un des textes qu'Erasme place au début de l'édition de 516. Je le considère un témoignage très important. La rédaction de l'Apologia ne peut être postérieure au mois de décembre 1515. De ce moment-là, donc, Erasme sait exactement ce qu'il fait. La Vulgate était le texte sur lequel la liturgie, la prière collective individuelle, la philosophie, la théologie et les droits s'étaient basés pendant des siècles. Erasme s'arrogeait lui seul l'autorité de modifier ce texte, de les dénoncer comme erronés. Non pas partout, mais quand même. Et ça serait suffi un singulier. Et de les remplacer par un texte élaboré par lui. Ne demande pas aucune autorité. Ça veut dire faire sortir de ses gonds les fondements de la société. Dans les innombrables controverses et polémiques qui ont constellé les 20 dernières années de sa vie, Erasme s'exprima comme si les attaques de ses adversaires, violentes, acrimonieuses, sans pitié, l'avaient surpris. Non, ce n'était que des variations sur des thèmes qu'il avait lui-même anticipés dans l'Apologia. Ce que nous ne savons pas, Caput 2. Du vivant d'Erasme, le Nouveau Testament parut dans 5 éditions de haute qualité et dans 19 éditions de plus modeste qualité. Je parle seulement des éditions que je connais directement. Les premières furent, il y en a d'autres, je suis sûre que j'en trouverai d'autres. Les premières furent toutes publiées par Froben. Les autres, en partie par Froben et en partie, majeure partie, par des typographes mineurs de la région du Rhin. Dans les catalogues des bibliothèques, ces livres sont enregistrés comme éditions différentes d'une même œuvre. En réalité, même les éditions majeures, celles qui ont été revues et accréditées par Erasme lui-même, se différencient considérablement l'une de l'autre. Nous avons vu l'édition de Vansept avec 3 colonnes. On a repristiné la Vulgate. Quant aux éditions mineures, elles sont radicalement différentes des éditions majeures et elles sont très différentes entre elles. Dans ma programmation du volume relatif à la composition et la présentation du Nouveau Testament, et je devrais peut-être dire des Nouveaux Testaments, j'ai rédigé une liste des textes qui composent ces volumes, c'est-à-dire le Nouveau Testament, dans les différentes éditions. Voilà. D'abord, 3 composantes primaires
c'est-à-dire la nouvelle traduction latine, les textes grecs, la Greca Veritas, ça c'est très intéressant, les textes grecs est la Greca Veritas, on ne va pas au-delà, c'est l'absolu, n'est-ce pas? Et puis les commentaires, c'est-à-dire les annotations, ce sera fondamental. Pour Erasme, ce sont les composantes fondamentales. Mais il y a encore 25 composantes complémentaires ou fonctionnelles, parmi lesquelles A, la dédicace à Léon X et les brefs avec lesquels Léon X approuva le travail d'Erasme. B, les écrits programmatiques, apologétiques et méthodologiques dans lesquels Erasme introduit et défend son travail. La plus célèbre étant la exhortation à la lecture sainte écriture, Paraclésis, mais il y en a d'autres. Nous avons entendu. Si les interventions de l'éditeur, par exemple la présentation de l'édition, dit les témoignages des collaborateurs, par exemple les lettres de Colampad, qui sont très instructives, et quelques avertissements ponctuels au lecteur de la main d'Erasme lui-même, ponctuels, c'est-à-dire relatifs à une édition particulière. À cette liste de documents complémentaires, il faut ajouter les 19 argumenta, c'est-à-dire les sommaires de lettres de Paul et des autres lettres apostoliques qu'Erasme composa et introduisit au début de chaque lettre. À partir de la seconde édition du Nouveau Testament, 1519. Tous ces documents que je viens de citer, très différentes par origine, nature et fonction, sont assemblés de façon très différente dans les diverses éditions. À chaque fois, l'éditeur choisit tel ou tel document. Tantôt, il ne publia que le texte latin, tantôt le texte grec, il y a même ça. Dans les éditions mineures, les annotations ne figurent jamais. Les écrits introductifs de 1516 non plus, où ils figurent singulièrement. Et Erasme déclare avoir été contraire à ces changements substantiels de son programme original. Mais il les accepte, il les alimente. Dans 3 cas, il écrit une nouvelle préface qui doit remplacer les préfaces aux présentations originaires et donne ces nouvelles préfaces à des éditeurs différents. Ce n'est pas toujours Froben. Dans les éditions majeures, il dilate démesurément l'élément apologétique. Dans les éditions mineures, au contraire, cet élément est généralement absent. À une exception, comme on verra. Si l'on met sur une table idéale, l'un à côté de l'autre, tous les documents qui composent cette histoire, c'est-à-dire toutes les éditions du Nouveau Testament érasmien pendant sa vie, 20 ans. Alors on voit que l'histoire que nous sommes en train de reconstruire se double en 2 histoires. Il y a d'une part le Nouveau Testament théologien, des magistri nostri, des professionnels de la parole. À qui Erasme s'adresse? Parce que lorsqu'il demande, il faut connaître les Grecs, étudier l'hébreu et étudier les pères de l'Église. Alors, ce n'est pas la muliercula, n'est-ce pas, qui peut faire ça. Alors, il y a ces livres pour les théologiens. Ce sont des éditions solennelles très belles, papier splendide, xylographie. Le coût est élevé. Et de l'autre, le Nouveau Testament des simples, des idioti, des mulierculae. Petits livres maniables, des livres miniatures qu'on peut mettre dans sa poche ou faire glisser dans sa manche. Je présente quelques documents de cette diversification qui est une divergence radicale. Vous avez, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que vous voyez, en tout cas, j'ai pris ces images que j'avais déjà collectionnées parce que
ce sont des documents qui présentent un inconnu. Et c'est un inconnu que je ne peux pas prendre la charge de connaître mieux. C'est les lecteurs. Ce sont des éditions qui sont toutes commentées avec des manuscrits. Quelquefois, ce sont surtout Bâle. Hein, quelquefois, le rôle du lecteur est presque aussi important que le rôle de l'auteur. Le lecteur écrit beaucoup. Il ajoute des cahiers qu'il écrit comme ça. Alors, c'est d'abord, enfin, vous voyez, on a les titres, vous voyez, les frontispices, il y a à Bâle, Cattandre, 1520, les frontispices. Nous, encore, les prochaines, s'il vous plaît, monsieur Thierry. Voilà, encore les frontispices, la page d'ouverture et la page d'ouverture. Encore une fois, c'est aussi un éditeur de Bâle, Vendée, la page d'ouverture. Et non, vous voyez encore la différence entre Froben 19 et Gengenbach 22. Encore une fois, ça c'est encore Froben Vendée, les frontispices, et après on a encore, vous voyez, et vous voyez le lecteur. Il a écrit même sur les frontispices. Il a écrit même sur les frontispices. Alors, nous avons les deux lignes. Emblématique, ce que je n'ai pas encore étudié exactement, c'est le rôle des textes où on publie seulement les Grecs. À qui on parle là? Je répondrai à cette question plus avant. Au moment, je ne peux pas le dire. Alors, emblématique de la première ligne d'édition, la ligne haute, c'est la Paraclésis, l'exhortation à la lecture de l'Évangile, qui ouvre l'édition de 1516 et les éditions majeures. Il s'agit d'un texte qui suppose un lecteur doté d'une profonde culture humaniste et qui a le goût de l'information exotérique. Dans les documents qui font partie de cette première ligne, la version grecque, nous avons vu, et la version latine sont publiées sur des colonnes. Pour permettre au lecteur de vérifier si les choix linguistiques et interprétatifs d'Erasme, c'est-à-dire ses corrections de la Vulgate, sont bien fondés ou non. Alors, sans cesse, Erasme invite le lecteur à faire cet effort de vérification. Évidemment, il s'attend qu'un lecteur, non pas une fois, mais continuellement, il s'attend d'un lecteur capable de le faire. Moi, par exemple, j'aurais été un lecteur inadéquat. Parce qu'il me faut du temps pour faire un contrôle, pour comparer une phrase latine avec les grecs. Il me faut peut-être 1 heure ou 2 heures, vocabulaire, etc. N'est-ce pas? Emblématique de la seconde ligne, alors ce sont les théologiens, mais ce sont des théologiens qui sont prêts d'apprendre les Grecs ou l'hébreu. Emblématique de la seconde ligne est la Nova Prefatio, publiée pour la première fois dans une édition de modeste qualité de Andreas Cattandre, Bâle, 1520. Nous avons vu le frontispice et la première page. C'est un texte piétiste ante litteram, simple, intense, qui touche l'âme. Ça touche mon âme, il faut le dire. Quand le protestant italien Antonio Brucioli, mort dans les prisons de l'Inquisition à Venise, choisit un manifeste comme introduction à sa traduction italienne du Nouveau Testament, il ne traduit pas la Paraclésis, il traduit la Nova Prefatio. L'année 1516 marque le début d'une opération commerciale et culturelle d'une importance énorme. La lecture collective de la Bible dans les boutiques d'artisans, j'ai les documents. La lecture de la Bible comme rite et bénédiction au commencement du repas familial, j'ai les documents. La Bible dans la besace du voyageur. Jusqu'à quel point cette opération fut programmée et jusqu'à quel point ce fut le point d'arrivée d'une combinaison fortuite de circonstances.
Si Erasme a été ou non un réformateur dépend de la réponse à ces questions. Les deux aspects de la culture biblique protestante, l'herméneutique haute, des facultés de théologie comme berceau de la philologie biblique d'une part, et de l'autre part la pénétration capillaire de la Sainte Écriture dans la vie quotidienne des laïcs, peuvent être tous deux reconduits à la leçon d'Erasme. Jusqu'à quel point Erasme a promu ces développements, jusqu'à quel point il les a subis. S'il est le promoteur, il modifia sciemment la culture d'une vaste région d'Europe. Ce fut un réformateur, même s'il agissait à l'intérieur du monde fermé de la communication en latin. C'est-à-dire, il a écrit le programme, et les réformateurs l'ont mis en pratique en traduisant dans les langues vernaculaires, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et il était quelquefois, lorsqu'il dit « Omnia scribunt Germanice », 1523, au secrétaire du pape Adrien VI, en parlant, en protestant contre l'expropriation de cette hérédité à lui par les autres, il touche le point lorsqu'il dit « Omnia scribunt Germanice ». Je ne veux pas attacher, je n'ai pas de voix, je n'ai pas de résonance là. Et Luther, de 1520, écrit surtout en allemand. Si Erasme a subi ces développements, alors Ilmar Pabel a raison. Il dit n'appliquez pas les mots réformateur Erasme parce qu'il ne fut pas, elle ne voulait pas être un réformateur. S'il voulait ou non voulait, c'est une autre question. Hein. Je suis au point 3, caput 3, la tragédie. J'ai dit que les composantes très différentes du Nouveau Testament d'Erasme sont emboîtées de façon toujours différente et même radicalement différente dans chacune des 5 éditions publiées du vivant de l'auteur. Une réserve à cette affirmation. Il y a un élément commun, un document qui figure dans toutes, absolument toutes, les éditions que j'ai eues entre mes mains. C'est les brefs avec lesquels le pape Léo X, septembre 1518, donnait la bénédiction apostolique au Nouveau Testament d'Erasme et à son éditeur, louant la insignis eruditio de ses premiers et lui promettant la récompense dans l'au-delà. Dans toutes les éditions que je connais de façon directe, ces documents se trouvent sans aucune variante à l'ouvrage du volume. Il y a le titre, vous ouvrez le volume, il y a le bref. C'est un bouclier. Erasme se sert du bref comme d'un rempart pour protéger son œuvre, qui est déjà devenu l'objet de lourdes attaques. Et je ne vais pas expliquer ça parce qu'il y aura l'occasion de le faire. Qu'Erasme, à partir de 1519, passe de la stratégie du défi à la stratégie de la défense est confirmé par un document surprenant et j'ose dire bouleversant qui fait son apparition dans des versions toujours plus amples dans toutes les éditions majeures du Nouveau Testament, c'est-à-dire celles qui sont autorisées par l'auteur. À partir de 1519, il s'agit d'un écrit intitulé Capita argumentorum contra morosos quosdam ac indoctos. Points capitaux ou éléments cruciaux contre certains pédants et ignorants. Les points sont au nombre de 144. En quelques lignes, de 2 à 11 lignes, en général 4 ou 5, chacun de ces capita concentre un chef d'accusation simple ou composite. Chaque caput est le condensé d'un procès dans lequel Erasme a dû ou doit se défendre. 144 procès pour des délits herméneutiques, exégétiques ou doctrinaux. Derrière chaque accusateur, il y a une ou plusieurs communautés, une ou plusieurs institutions, une ou plusieurs autorités académiques et ou ecclésiastiques, une
ou plusieurs personnes publiques. Ce sont des ennemis sans visage, des noms dont les capitaux on n'en trouve pas un. Toute l'édition, il faudrait 10 ans. Comme a dit un collègue hollandais, pour faire une édition complète, il faudrait 10 ans. Un grand philologue, un ami à moi, m'a dit, mais la première fois qu'on édite un texte comme ça, on ne peut pas faire. On peut seulement ouvrir le chemin et après les autres viendront. Non, ce n'est pas que je n'ai pas 10 ans, mais c'est que les éditeurs de hollandais sont très pressants. Très pressants. Alors, toute l'opération est marquée, excusez-moi, à l'empreinte d'une névrose de persécution. Alors, et qu'est-ce qu'il fait? Au commencement de ce chapitre, la première déclaration, c'est « Attention, j'atteste que, je vois qu'il soit attesté une fois pour toutes, que nous, certainement, je n'ai jamais voulu m'éloigner de la position de l'Église catholique, ni d'un ongle, ni d'un doigt. 1519. Si par hasard on trouva que ça est arrivé, alors ça m'a échappé contre ma volonté, et comme je suis un être humain, et je le rétracte, je veux que cela soit considéré comme rétracté. C'est la seule fois que je connais où Erasme a dit « je rétracte ». Pourquoi Erasme avait-il besoin d'un bouclier? Je suis à la conclusion. La publication du Nouveau Testament coupe la vie d'Erasme en deux, et j'ai de la gratitude envers Marie-Barbara Balleron, qui a, pour la première, mis à feu ce problème, cette coupure biographique. C'est une véritable coupure biographique qui arrive là. La seconde partie de sa vie, c'est-à-dire les derniers 20 ans, se déroule sous les signes progressifs des polémiques déclenchées par l'œuvre qui a eu la plus grande résonance, la force culturelle et historique majeure. Ces apologies en réponse aux attaques de cette œuvre cette œuvre d'Eschena ont absorbé la plupart de ses énergies créatives. Son brio, sa fantaisie, son ironie s'estompèrent dans des diatribes prolixes, opaques et terriblement répétitives. On rencontre ici un homme de plus en plus tourmenté, âpre et même rancureux. Se mesurer avec les textes comme les Capita a pour les exégètes quelque chose de déchirant. Il faut me confesser que je dois encore trouver les mots pour donner une forme à ces tourments. Peut-être il sentait ou présentait la fin du monde, la fin de son monde. Merci bien pour votre patience pour mon français.